On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur de l'hebdomadaire Challenge et du journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Volodymyr Zelensky vient en Europe chercher plus de soutien. Après Londres, Paris pour y présenter son plan de la victoire à Emmanuel Macron. L'objectif, obtenir le feu vert des Occidentaux pour user de leurs missiles contre le territoire russe. Le cœur de Beyrouth frappé par un bombardement israélien en fin de journée. Au moins 11 morts et 48 blessés. L'ONU, elle évoque de possibles crimes de guerre après les tirs israéliens contre des casques bleus de la FINUL hier à la frontière sud du Liban. Concert de protestation, y compris parmi les alliés d'Israël. C'est tout de suite, on va plus loin. Après Washington, il y a 15 jours, et Londres hier, Volodymyr Zelensky est passé par Paris ce jeudi. Le président ukrainien en tournée pour présenter son plan de la victoire face à la Russie. Écoutez. Aujourd'hui, j'ai partagé avec Emmanuel Macron notre plan de la victoire, et aussi sur la situation sur le champ de bataille. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Volodymyr, j'ai eu encore une fois un très bon échange avec le président aujourd'hui qui a détaillé son plan et le travail des prochaines semaines. Nous avons pu voir hier avec les ministres en charge des armées l'avancée de la formation et de l'équipement d'une brigade qui est un engagement que la France avait pris il y a maintenant quelques mois. Et on accueille les premiers soldats ukrainiens à Suip où nous étions hier. C'est aussi un modèle très unique de coopération. Et je veux ici redire le soutien de la France à la résistance ukrainienne face à la guerre d'agression russe. C'était un moment important et c'était aussi pour nous une étape importante de pouvoir échanger avec le président sur les prochaines semaines et les prochains mois et le travail à la fois militaire et diplomatique. Un plan, Marc Semo, dont on ne connaît toujours pas les détails. Oui, mais on en connaît la philosophie. Alors, on appelle ça plan de la victoire. En réalité, c'est un plan où, globalement, les Ukrainiens rentrent dans une logique de négociation. Bon, ils savent que c'est assez peu probable qu'ils réussissent à un moment ou un autre à totalement chasser par la force des armes les Russes des quelques 18% des territoires qu'ils occupent en Ukraine. Donc, toute la philosophie de ce plan, c'est d'être en position de force telle que l'on puisse contraindre la Russie à négocier. Et ensuite, il y aura nécessairement des compromis. Alors, on n'a pas les détails. En plus, je pense qu'il vaut mieux ne pas dire à l'avance ce sur quoi on est prêt à céder, pas céder, les lignes rouges, etc. Donc, il y a tout un jeu qui se met en place. Mais ce qu'on sent, en tout cas, c'est qu'en cas de victoire de Trump, qu'il a déjà dit ouvertement, qu'il le clame en disant ça serait fait en 24 heures. Mais même en cas de victoire de Kamala Harris, on rentre dans cette logique où les États-Unis veulent mettre fin à cette guerre et il y aura d'une manière ou d'une autre des négociations. Donc il y a cette conférence qui est annoncée par Volodymyr Zelensky qui aura lieu en novembre, on ne sait pas encore exactement quand, conférence de paix. La Russie, voilà, non, le plan va être discuté à ce moment-là. Là, on est dans la phase où toute la question, c'est de recueillir le maximum de matériel, de soutien. Oui. Il y a samedi, je terminerai là-dessus, la grande réunion à Ramstein, la grande base en Allemagne, des quelques 50 pays qui soutiennent l'Ukraine dans sa guerre. Dans le même temps, et c'est tout le paradoxe, puisqu'il parle de plan de la victoire et donc laisse entrevoir de possibles négociations, Volodymyr Zelensky l'affirme, le cessez-le-feu n'est pas un sujet dans les discussions avec l'Europe. Antoine, pour ne pas donner le sentiment aux Russes que l'Ukraine est en position de faiblesse et n'est pas véritablement en situation aujourd'hui, en tout cas, d'imposer ses conditions ? Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un grand classique de tout conflit. Pour pouvoir négocier, tout est question du rapport de force et de l'état du rapport de force au moment où on va commencer à négocier. C'est pour ça que ce plan de la victoire, il vise à faire, comme le disait très justement Marc, faire bouger les lignes en faveur de l'Ukraine, qui a créé une surprise en rentrant en Russie, ce qui a un peu déstabilisé les Russes, parce qu'ils voient bien que de toute façon, dans l'Est, c'est compliqué, pour pouvoir faire peur un peu aux Russes, leur montrer que c'est compliqué pour eux, qu'ils peuvent avoir plus de pertes, qu'ils peuvent même perdre du terrain sur leur propre sol, mais arriver à un moment donné pour dire, bon,
on est prêt à négocier, mais par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a X temps. Et donc, il faut compter là-dessus. Donc, d'où l'importance. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky insiste sur la rapidité. Il dit, on a absolument besoin de vous avant l'hiver, parce que l'hiver, c'est évidemment très compliqué dans ces zones-là. On n'est pas en Corse. Les forces russes avancent dans la région de Donetsk. Vous avez tout ça. Vous avez les infrastructures énergétiques qui ont été frappées, qui sont régulièrement visées par la Russie. Donc, il veut arriver à faire bouger les choses avant, et notamment avant ce sommet de novembre, mais pas que, ça va bien plus loin. Gulliver Krag est à Kiev avec nous. Gulliver, on a une idée de ce que contient ce plan? Alors Volodymyr Zelensky a dit aujourd'hui qu'il le présenterait officiellement au mois de novembre, sans préciser exactement quand, si ce serait après les élections américaines. On ne sait pas non plus quand est-ce que cette rencontre au format Ramstein va finalement avoir lieu, et si ce sera au niveau des chefs d'État ou juste des ministres de la Défense, et où ce sera. Il y a beaucoup de doutes sur tout ça, mais je pense que les Ukrainiens n'ont pas l'impression qu'il y a un très grand secret dans ce plan. Ils voient ça plutôt comme une nouvelle manière de présenter les arguments de l'Ukraine aux alliés occidentaux, et ces arguments restent un peu les mêmes. Il faut, coûte que coûte, convaincre les alliés occidentaux de fournir plus d'armes à l'Ukraine et plus d'autorisation pour utiliser les missiles de longue portée, par exemple, sur des cibles en Russie. Peut-être qu'en appelant ce plan un plan de la victoire, certains y voient une préparation à l'idée que la victoire pourrait être définie autrement que par la récupération de tous les territoires actuellement occupés. Peut-être qu'une fois que Volodymyr Zelensky aura fini de parler avec tous ses alliés, ce qu'il va dire en novembre, c'est bon, on va dire que la victoire, c'est peut-être une invitation à adhérer à l'OTAN, que cela pourrait être considéré comme une forme de victoire pour l'Ukraine. La chose la plus intéressante qui est discutée en ce moment en Ukraine, et il y a beaucoup d'informations comme quoi ce serait discuté à très haut niveau aussi chez les alliés à l'étranger, c'est la possibilité d'intégrer ou d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN sur ce qui est appelé le format allemand, où l'Ukraine, sans les territoires actuellement occupés par la Russie, pourrait intégrer les structures de l'OTAN. Ils appellent ça le modèle allemand parce que l'Allemagne de l'Ouest, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, a pu intégrer l'OTAN, alors que l'Allemagne de l'Est était toujours dans le giron soviétique, et il n'y avait aucune garantie de la part des membres de l'OTAN d'aller à la défense de l'Allemagne de l'Est. Merci Gulliver, vous restez avec nous à Kiev. Marc Semo, c'est cela qui pourrait se dessiner. Malgré toutes les dénégations ukrainiennes, on pourrait consentir au final à ne pas récupérer des pans de territoire, la Crimée notamment, mais peut-être davantage, à condition d'une non-finlandisation, d'être définitivement du camp occidental pour le reste du territoire. La question cruciale est celle des garanties de sécurité. Alors sur la récupération des territoires, Zelensky lui-même, il y a quelques mois, avait dit le Donbass c'est sans espoir, ceux qui sont restés sont complètement pro-russes, on n'en fera rien. La Crimée, en revanche, est une partie ouverte parce qu'elle a une charge symbolique beaucoup plus forte, et elle a un rôle stratégique beaucoup plus fort, sans compter le sort des Ukrainiens qui ont été chassés de Crimée, notamment des Tatars. Mais la vraie question qui va se poser, c'est quelle garantie de sécurité. Quand il y avait eu... après la chute de l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine avait abandonné son arsenal nucléaire, qui est en réalité celui de la Russie, dans le cadre du mémorandum de Budapest, en 1994, où il y avait des garanties sur l'intégrité de ses frontières données par la Russie, notamment. Bon, on a vu ce qu'il en était. Donc là, évidemment, l'Ukraine demande de véritables garanties de sécurité. Elle a passé des accords bilatéraux avec beaucoup de pays, dont la France d'ailleurs. Mais bon, ces garanties bilatérales de sécurité ne garantissent pas une intervention de la France, plus de la France toute seule, au cas où l'Ukraine est attaquée. Donc là, qu'est-ce que demandent les Ukrainiens ? C'est d'être dans l'OTAN. Ouais. Alors, il y a d'énormes réticences de la part des Américains, de la part des Allemands, à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, parce que, même s'il n'y a pas un caractère automatique de l'article 5, ça engage vraiment. Solidarité défensive. Solidarité défensive. Donc, il y a beaucoup de réticences. Donc, il y a à un moment cette idée que ça devrait être des garanties comme celles de l'OTAN sans être véritablement dans l'OTAN. Alors, pour le moment, on cogite autour de tout ça, mais les Ukrainiens, eux, ce qu'ils veulent avant tout, et on n'en parle pas encore beaucoup, mais c'est quand même ça la question essentielle, c'est qu'il y ait des soldats américains, alors même 200, sur le sol ukrainien, après la guerre. Mais c'est une garantie
Donc, il n'y a pas ça à Taïwan. C'est une garantie, il y avait ça en Allemagne, il y avait ça à Berlin. C'est une garantie que pour l'Ukraine, elle est dans le camp occidental, elle est, même quel que soit formellement son rapport à l'OTAN, elle fait partie du camp occidental. On va l'évoquer, mais pour l'heure, le sujet, il est à la guerre. Et Volodymyr Zelensky a bien insisté auprès de ses interlocuteurs à Londres hier, puis Paris aujourd'hui. Il veut pouvoir frapper la Russie avec les missiles fournis par les Occidentaux. Écoutez-le. Notre deuxième sujet était à propos de certaines munitions et permission d'utiliser des missiles de longue distance. Nos drones n'ont pas une assez grande portée aujourd'hui. Donc nous cherchons des fonds pour cela, pour une production interne et aussi des autorisations de nos partenaires. Eh oui, Antoine Mariotti, Volodymyr Zelensky insiste pour pouvoir user contre la Russie des missiles à longue portée, notamment les Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Mais le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lui appelle à ne pas se focaliser sur un seul système d'armes. On cherche à gagner du temps chez les Occidentaux ou bien c'est Zelensky qui va trop loin en cherchant à leur faire franchir leurs lignes rouges? Un peu, il est intéressant de noter quand même que quand Mark Rutte, qui est donc le nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui jusqu'à il y a quelques jours était quand même l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, il dit ça parce qu'il a rencontré Volodymyr Zelensky en même temps que Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique. Enfin nouveau, ça fait quand même quelques mois maintenant. Et tous les deux ont répondu ça à Zelensky. On dit oui, certes les Storm Shadow, mais enfin, c'est pas une seule arme qui va permettre de remporter la guerre. Et les deux ont eu le même discours pour bien montrer que pour l'instant, c'est plutôt non, en tout cas. Et ça reste comme ça, même si on sait très bien, et on l'a dit plein de fois ici, que toutes les lignes rouges sont tombées les unes après les autres, donc il n'est pas impossible que ça arrive à un moment. Il est intéressant de noter quand même dans ce que dit Volodymyr Zelensky qu'il a une volonté d'avoir une production interne plus efficace, ce qui voudrait dire que ce serait des armes ukrainiennes qui pourraient du coup ne plus nécessiter une autorisation extérieure, et surtout on n'est plus sur le long terme, notamment à un moment où forcément on s'inquiète sur une baisse de fourniture d'aide, notamment militaire, de la part de pays étrangers. Certes les États-Unis en cas d'élection de Donald Trump, mais enfin l'Allemagne par exemple a déjà dit qu'ils allaient baisser le montant de leur aide. Donc forcément il y a une volonté d'être plus sur le long terme, même si à partir du moment où c'est fabriqué en Ukraine, ça devient aussi une cible un peu facile entre guillemets pour les Russes si c'est mal protégé. Vous allez réagir dans un instant, Marc, mais ces systèmes notamment, alors on évoquait les Storm Shadow, mais pas que. Gulliver Krag, l'armée russe vient de toucher 2 lanceurs de systèmes antiaériens américains Patriot en Ukraine. Oui, et les Ukrainiens l'ont confirmé, c'était dans la région de Dnipropetrovsk, donc centre-est. Contrairement aux Russes, les Ukrainiens disent que les dégâts ne sont pas si importants que ça et que ces systèmes sont encore fonctionnels. On verra bien dans les nuits qui viennent, je pense. S'il y a des frappes sur cette région, un blogueur militaire ukrainien a dit que c'était la ville de Pavlograd qui était concernée. Cela n'a pas été confirmé officiellement, mais ce serait logique puisque Pavlograd abrite un important usine d'armes. Donc peut-être que c'était pour protéger cette usine que ces systèmes étaient sur place. C'est certainement quelque chose que les Russes aimeraient bien toucher. Et ça, c'est d'ailleurs l'une des autres idées qui est en discussion sur les garanties sécuritaires qui pourraient être éventuellement acceptables pour l'Ukraine. Ce serait l'idée qu'une partie de l'Ukraine, peut-être juste l'Ukraine de l'Ouest, serait protégée par ses alliés, qu'ils fermeraient le ciel, qu'ils s'engageraient à abattre des missiles ou des drones russes au-dessus de cette partie du territoire ukrainien, ce qui serait un très grand avantage pour Kiev, même si ce n'est pas tout le territoire qui serait couvert ou que l'Ukraine ne serait pas dans l'OTAN, parce que protéger ne serait-ce qu'une partie du pays permettrait à l'Ukraine de continuer à développer ses usines d'armement, son industrie, pour fournir à ses propres besoins en matière de défense. Marc Semo, ça fait sens. Et est-ce que aussi ces armements que l'on fournit à l'Ukraine, ils ne risquent pas demain, on l'a vu déjà avec des chasseurs américains par exemple, d'être la cible de la Russie et d'être... Oui, les armes, c'est fait pour être utilisé et pour être détruite. Ouais. Oui, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, mais comme le dit aussi votre correspondant, c'est cette projection dans l'avenir, c'est-à-dire d'une Ukraine qui... quelque part, c'est qu'elle doit penser aussi à la guerre d'après. Parce qu'il y aura un accord, alors est-ce que ça va être un armistice dans ces négociations, un gel de la situation, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que si Poutine gagne, comme c'est probable, une grande partie des territoires qu'il a déjà conquis, cela aiguise son appétit pour des fois suivantes.
S'il perd, il y aura une volonté de revanche énorme. Donc on rentre quand même dans une logique où il faut déjà maintenant, et c'est significatif que les Ukrainiens le fassent comme ça, penser à l'après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la défense européenne, elle a basculé vers l'Est. Aujourd'hui, la dépense européenne, c'est un pays comme la Pologne qui consacre plus de 3% de son PIB à l'armée. C'est l'Ukraine, avec des soldats qui ont connu l'épreuve du feu. Donc c'est là aussi qu'il y a cette partie la plus vive et la plus mobilisée potentiellement de l'OTAN. En même temps, il sera difficile de pérenniser l'effort de guerre pour les Occidentaux, pris dans leurs propres contraintes budgétaires. D'où l'intérêt aussi d'une coopération, mais surtout d'une production en interne. Et c'est très intéressant la question de l'après, un peu du long terme, pour en effet préparer les combats suivants et pouvoir renforcer ses positions et ne pas reperdre plus de terrain dans un an ou deux. Parce qu'il faut quand même se rappeler que ce qui s'est passé en 2014, donc la première invasion, même si elle était moins massive, de l'Ukraine par la Russie, l'annexion de la et des pro-russes, soyons clairs, c'est quand même ce qui a permis, du Donbass. C'est ce qui a permis pardon, je ne vais pas faire l'autopromo, mais je raconte ça dans mon dernier livre, justement de tenir 8 ans après. Parce qu'en termes de renseignement, par exemple, eh bien, ils se sont retrouvés à repartir de zéro, parce que concrètement, il y avait un chef des renseignements ukrainien qui était complètement pro-russe, et quand il y a eu le renversement du régime, concrètement, ils sont arrivés au siège des services de renseignement, tout était en train de cramer dans la cour, il y avait quasiment plus grand-chose, on en était là. Et du coup, le premier coup de fil qu'il a passé, c'était au chef de la station de la CIA dans la région, à Kiev, et à celui du MI6, donc l'équivalent britannique. Et ils ont rebâti comme ça des services secrets, en faisant le ménage d'ailleurs, pour virer les pro-russes qui pouvaient y avoir à droite, à gauche, ou les taupes, en redonnant des capacités, en construisant des bases le long de la frontière avec la Russie. Pareil avec l'armée. Et tout ça, ça a permis finalement de comprendre qu'il y avait une menace russe qui était très importante et qui a fait que finalement, en 2022, quand tout le monde a pensé, y compris la CIA d'ailleurs, parce que la CIA avait anticipé qu'il allait y avoir l'invasion, mais pensait qu'en une semaine ce serait plié et que l'Ukraine serait complètement aux mains des Russes. Eh bien, même eux ont été surpris parce que les Ukrainiens, pendant des années, ont réussi à se préparer. D'où l'importance, encore une fois, j'en reviens à ça, eh bien, de préparer aujourd'hui, sur le long terme, avec des fabrications d'armes, notamment de longue portée et plus fortes, sur le sol ukrainien, pour pouvoir se défendre aujourd'hui, pour pouvoir regagner du temps aujourd'hui, mais pour pouvoir aussi être une menace suffisante pour qu'on ne puisse être attaqué dans l'avenir, quand il y aura déjà eu un accord, en effet, peu importe la forme qu'il prendra. On va passer tout de suite à l'actualité au Liban, car les événements s'enchaînent. On remercie d'ailleurs Gulliver Krag au passage d'avoir été avec nous depuis Kiev. Le Liban, parce qu'Israël, en fin de journée, a donc bombardé le cœur de la capitale, Beyrouth. Stéphane Amar est avec nous en direct de Jérusalem. C'est une décision inhabituelle de la part de l'armée de l'air israélienne. Oui, absolument. Ce soir, Tsahal affirme avoir éliminé le responsable spécial des négociations d'Hassan Nasrallah, qui se trouve également dans le même quartier général. Ce quartier s'avère être le véritable état-major du Hezbollah au cœur de Beyrouth, et il fait l'objet de frappes quasiment quotidiennes de la part d'Israël. L'actualité aujourd'hui a également été marquée par ces tirs contre un QG de la FINUL. La FINUL, c'est la Force des Nations Unies au Liban. Le QG se trouve quasiment à la frontière israélienne, à Nakoura, c'est à l'ouest du Liban, c'est-à-dire au bord de la Méditerranée. Il y a eu 2 blessés, dont un Italien. Il y a eu des protestations très vives de la part de la diplomatie israélienne contre Israël, qui examine actuellement cet incident pour en déterminer les causes. Oui, pour déterminer les causes, on voit même les États-Unis se dire préoccupés par à la fois ce qui s'est passé hier, les tirs contre la FINUL, mais également les frappes survenues aujourd'hui, alors même que Joe Biden, hier, avait semblé simplement demander à Benjamin Netanyahou de limiter au maximum les dommages civils, les pertes humaines, un peu à l'image d'ailleurs de la préconisation qu'il avait donnée à Gaza, sans toutefois être entendu. Oui, absolument. Alors effectivement, ça ressemble un petit peu à cette configuration de Gaza. On voit que la relation américano-israélienne est extrêmement complexe. D'un côté, il y a bien sûr ce soutien plein et entier, notamment militaire, puisque les États-Unis approvisionnent à grande échelle Israël en armes et en munitions. Et les États-Unis assurent aussi sa défense diplomatique, notamment à l'ONU. Mais d'un autre côté, eh bien, Joe Biden doit compter sur une véritable opposition au sein même du parti
Parti démocrate, cette opposition qui reproche à Joe Biden d'être trop permissif avec son allié israélien. Et il se reproduit effectivement ce qui s'est produit dès les premières semaines du conflit à Gaza, c'est-à-dire que Joe Biden met la pression sur Israël pour limiter les pertes civiles et d'une certaine manière pour limiter aussi l'intensité de l'opération israélienne au Liban, à la fois à Beyrouth et au sud Liban. Merci Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour France 24. Marc Semo, on assiste à une libération presque de manière débridée de la force israélienne aujourd'hui, qui pousse son avantage sur le terrain. Elle pousse son avantage et elle continue dans la logique de ce qu'elle a commencé, l'élimination systématique de tous les hauts cadres du Hezbollah. C'est vraiment uniquement le cas du Hezbollah, parce qu'il y a quand même 11 morts et 48 blessés. Donc. Quand vous touchez un immeuble, l'immeuble où ils ont tué Nasrallah, il y a eu, je ne me souviens plus combien de morts, mais il y a eu 3 immeubles, je crois, qui se sont effondrés. Oui, il y a 18 morts maintenant et 92 blessés à Beyrouth. 18 morts. Voilà, mais c'est un carnage. Mais ils sont dans une politique systématique d'élimination des hauts cadres du Hezbollah. Il est évident que les hauts cadres du Hezbollah ne vont pas tous rester à attendre le missile qui va les tuer dans des bunkers ou de la banlieue sud chiite de Beyrouth. Voilà, donc pourquoi la finule on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce genre de choses. Alors, elle a admis d'ailleurs l'incident. Oui, c'est plus qu'un incident. C'est plus qu'un incident. À raison, les Européens, les Américains protestent. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des tirs par erreur? Est-ce qu'ils ont voulu... dans ce genre de situation, c'est pas la première fois pour ces malheureux casques bleus de la finule. Déjà en 2006, ça avait été... Oui. Voilà, donc ils se terrent et ils attendent, ils regardent passer les obus en espérant que quelqu'un ne va pas les prendre de plein fouet. Donc... les images sont assez terribles et qui montrent leur impuissance d'ailleurs. Leur impuissance totale. Et donc, c'est absolument terrible de ce point de vue à ce qu'ils vivent. Et dans le cadre de la guerre, des tirs, il peut y avoir... je ne pense pas que les Israéliens aient volontairement visé la finule. On voit pas quel serait l'intérêt pour eux alors qu'ils ont déjà des rapports un peu difficiles avec le reste de la communauté internationale, ils viseraient la finule délibérément. Disons en tout cas, Antoine Mariotti, vous qui été correspondant pour France 24 à Jérusalem, qu'on ne prend plus beaucoup de précautions côté israélien. Ça fait longtemps, j'ai envie de dire. S'agissant du Liban. C'est-à-dire qu'à Gaza, on ne peut pas dire qu'ils aient pris beaucoup de précautions. C'est pour ça que je précise bien, s'agissant du Liban. Ouais. Et au Liban, à partir du moment où, en effet, chaque membre de l'état-major estimé important, être une cible importante pour Israël, est dans le collimateur et peut être touché, peu importe qu'il y ait 5 civils autour ou pas, il sera frappé. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs quand on compare avec les frappes américaines, par exemple, à l'époque, en Afghanistan, au Pakistan, qui étaient des frappes de drones souvent ciblées, le scandale que ça pouvait faire quand il y avait autant de civils tués autour, on en parlait dans le monde entier. Là, on est sur des proportions bien... Il y a une réaction bien super. Non, il y a des réactions, mais quand on voit, et ça dure depuis un an, sur Gaza, parce qu'il n'y a pas que le Liban, Gaza, ça continue, et on parle quand même de dizaines de milliers de morts. Donc il y a une différence à ce niveau-là qui est assez importante. Et puis il y a une chose qui est quand même intéressante aujourd'hui, qu'il va falloir suivre dans les heures et dans les jours qui viennent, c'est le chef iranien de la force Al-Quds, qui est la force des gardiens de la révolution, chargée des liens avec le Hezbollah, avec les milices en Syrie, en Irak, tous ceux qui s'en prennent à Israël, qui est en effet sur plusieurs fronts, avec les Houthis au Yémen aussi. Et on a eu des premiers rapports de médias locaux de la région qui nous disent qu'il était sous surveillance, finalement même interrogé, parce que les Iraniens comprennent que manifestement il y a eu une brèche sécuritaire et que ça viendrait peut-être de chez eux, et ce qui aurait mené notamment à l'élimination de Nasrallah. Et donc il aurait été interrogé avec certains membres de son équipe. Alors des premières informations faisaient part qu'il avait eu soudainement un infarctus, ça a été démenti, ou en tout cas nous dit qu'il serait toujours en vie mais interrogé. Donc ce sera quand même assez intéressant de voir dans les jours et semaines qui viennent. On a souvent des infarctus dans les geôles iraniennes, comme Narges Mohammadi au mois d'août. Voilà, non, mais alors même qu'Israël s'apprêterait, là ce serait imminent, à frapper l'Iran, nous dit-on, d'ici le week-end. Ils disent que les Israéliens continuent de maintenir le fait qu'ils vont frapper, que ça sera surprenant, efficace et très fort. Mais pour en venir à l'histoire des drones, ça a été vrai au niveau des éliminations ciblées avant, mais à partir du moment où il y a eu par exemple la guerre contre Daesh, à Raqqa, il y a eu, et à Mossoul, par exemple, il y a eu 40 000 morts pour la libération de Mossoul.
Et de la même manière, plus largement, ça, c'est et de la même manière, on tapait un immeuble. Quand il y avait un sniper, on tapait un immeuble. Et il n'y a pas eu de manifestation dans les universités européennes ou américaines. Voilà. Mais voilà, donc ce sont des guerres atroces parce qu'effectivement, les groupes utilisent les civils comme boucliers humains. Il nous reste encore 1 minute. C'est quand même un sujet effectivement qui est en train de se développer à l'heure où nous parlons. La question derrière ces récriminations occidentales, parce que l'Italie a employé des mots forts, elle a parlé de crimes de guerre, la France veut des explications. Il y a un Italien blessé, donc c'est quand même le minimum. Oui, mais ce qu'Israël n'est pas... Alors ça fait 1 an qu'on le dit, hein, mais Israël ne va pas finir quand même totalement isolé. Moi, je pense pas. Je pense que les États-Unis... Comment vous interprétez les propos de Joe Biden hier, par exemple, Antoine Mariotti? Mais Joe Biden, il est depuis des mois et des mois, à la fois, une fois de temps en temps, sur un mot un petit peu dur, comme quand Kamala Harris a pris un peu le relais dans la course à la présidentielle en disant les civils, on vous entend, on vous voit, c'est scandaleux, ça ne va pas, des mots qui étaient assez forts, juste après avoir rencontré Benjamin Netanyahou. Comme il y a eu un appel, par exemple, au cessez-le-feu immédiat pour le Liban, et le jour même, on a soit d'autres déclarations, soit on n'a aucune pression qui est mise, soit on se rend compte qu'il y a, par exemple, le jour de la proposition de cessez-le-feu de 21 jours au Liban, il y a une nouvelle lettre de 8 milliards qui est signée. Et puis on réalise aussi que ça faisait, hier ils se sont parlé, mais ça faisait 7 semaines que Joe Biden n'avait pas parlé à Benjamin Netanyahou. Et au milieu de ça, il y avait la proposition de cessez-le-feu, c'est-à-dire que en termes de pression réelle, les États-Unis n'en mettent pas. C'est pour ça qu'Israël ne sera pas complètement isolé, même si Israël est de plus en plus pointé du doigt, que ces guerres-là ont créé malheureusement une vague d'antisémitisme, on en a parlé ici même, assez dramatique et extrêmement condamnable évidemment en France comme ailleurs. Mais de là à être complètement isolé, on voit bien que systématiquement, il y a un rappel, que ce soit d'Emmanuel Macron ou de tout le monde, sur le droit indéfectible d'Israël. Et juste un mot, à commencer par les États-Unis qui ont salué l'élimination de Nasrallah, les États-Unis ne partagent pas la méthode des Israéliens, mais sur le fond, ils en partagent les objectifs. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de capitales arabes sunnites autour, à commencer par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont absolument ravis du fait qu'Israël casse le Hezbollah et casse la machine de guerre, potentiellement casse la machine de guerre iranienne. Donc personne, nous dites-vous, en tout cas pas parmi les alliés d'Israël, n'interrompra en tout cas ces opérations tant qu'Israël le jugera nécessaire. Non, et puis de toute façon, personne ne sera écouté par Israël. Voilà. La France a encore demandé aujourd'hui des comptes par rapport aux événements qu'on donnait. Israël ne donnera pas de comptes. Et de temps en temps, on nous dit on va faire une enquête. Vous avez déjà vu les résultats de l'enquête, c'est quand même pas très souvent. Merci Antoine Mariotti, Marc Sémon, on va plus loin, c'est terminé. Prochain rendez-vous dans 3 minutes dans l'essentiel.